Mes chers collègues, nous reprenons nos auditions. Nous accueillons ce matin M. Adrien Taquet, qui fut secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé chargé de l'enfance et des familles dans le gouvernement de Jean Castex entre juillet 2020 et mai 2022, après avoir été secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn puis d'Olivier Véran de janvier 2019 à juin 2020. À ce titre, vous avez notamment participé à l'installation de la commission sur les 1000 premiers jours de l'enfant, qui a régulièrement été évoquée au cours de nos travaux. C'est vous également qui avez installé le comité de filière petite enfance, présidé par Elisabeth Laitier, que nous avons auditionné hier soir. Filière petite enfance qui reste à construire à bien des égards. Vous êtes aussi le ministre qui a eu à gérer la crise du Covid-19 dans le secteur des crèches, crise dont beaucoup de nos concitoyens nous ont dit qu'elle avait été en quelque sorte un point de bascule, tant il est vrai qu'elle a eu des conséquences sur les rythmes de travail et par conséquent sur l'organisation de l'accueil des jeunes enfants, sans compter les conséquences sur les pénuries de personnel. Vous êtes enfin le ministre qui a eu à mettre en place la réforme dite Norma, soit l'ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles et le décret du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil du jeune enfant. Autant de raisons de vous recevoir pour démarrer cette dernière journée d'audition. Une personne précédemment auditionnée nous a rappelé qu'en 20 ans, il y avait eu près de 19 ministres de plein exercice, ministres délégués ou secrétaires d'État chargés de la famille. Nous avons déjà auditionné Christian Jacob, Nadine Morano et Marisol Touraine. Après vous, nous auditionnerons Aurore Berger avant de recevoir cet après-midi les ministres en fonction, Catherine Vautrin et Sarah El Haïry. Je précise que cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et que l'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Il me reste à vous rappeler, Monsieur le ministre, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous laisse tout de suite la parole, Monsieur le ministre, pour un bref propos liminaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Avant toute chose, je remercie la Commission pour son invitation. Remercier la présidence et les administrateurs de la Commission d'avoir bien voulu aussi prendre en considération mes contraintes d'organisation afin d'organiser cette audition ce matin. Écoutez, peut-être en liminaire, effectivement, avant de passer aux questions. J'ai cru comprendre à travers votre propos introductif, un certain nombre d'échanges que nous avons pu avoir par ailleurs, que cette audition sera très centrée probablement sur Norma. Je vais donc me permettre en liminaire de replacer peut-être cette réforme dite Norma dans une triple dynamique. Première dynamique, c'est une dynamique qui me précède en réalité. Vous le savez, vous l'avez évoqué, j'ai été nommé secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance le 25 janvier 2019. À cette époque, le périmètre de la petite enfance, la question de l'accueil des jeunes enfants ne relevait pas de ma compétence et de mon périmètre, mais de celle d'une autre secrétaire d'État auprès d'Agnès Buzyn, Christelle Dubos. Et ce n'est qu'à partir du 26 juillet 2020 et ma nomination au sein du gouvernement de Jean Castex que je vais voir élargir mon périmètre à l'enfance et aux familles. Ce sujet Norma est sur la table dès 2017 en réalité, avec le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, projet de loi ESSOC, que vous avez discuté, voté en tant que parlementaire à l'époque, et qui prévoit déjà une première habilitation à légiférer par ordonnance sur les services aux familles, avec un objectif affirmé, affiché de simplification, et ce du point de vue de toutes les parties prenantes. Les familles, tout d'abord, pour lesquelles le système est d'une illisibilité la plus totale, ce qui génère des inégalités, parce que c'est une question d'accès au droit, ce dont on parle. Question de l'égalité face à l'offre d'accueil, ce n'est pas juste une question d'offre, c'est aussi une question d'accès au droit. Point de vue aussi des professionnels de la petite enfance, évidemment, des gestionnaires d'établissements, et bien de tout type de gestionnaires, et pas uniquement les gestionnaires privés, mais aussi des élus locaux, des maires, pour qui la complexité du système constituait à l'époque un effet décourageant. Et puis enfin, ne les oublions pas, car elles sont au cœur du système, les assistantes maternelles. Ce mouvement de simplification répondait à 3 objectifs à l'époque. Nous avions des règles trop pointilleuses, nous avions des règles qui se contredisaient parfois, et puis nous avions des règles présentes dans des codes différents. Donc ce texte de simplification et de clarification était absolument nécessaire, et il y avait un consensus total sur le sujet. Et donc quand je suis nommé à ce poste en juillet 2020, 8 mois de concertation,
avait d'ores et déjà été menée par ma prédécesseure Christelle Dubos, avec l'ensemble des parties prenantes du secteur. Et donc, parce que ces concertations avaient été menées, parce qu'au-delà de ces 8 mois de concertation, il y avait 2 ans de travail qui avait été conduit par les services notamment, et au nom d'une certaine forme de continuité de l'État, et puis parce que j'étais en accord, nous y reviendrons probablement avec une grande partie des mesures que contient cette réforme, il n'y avait pas de raison de revenir sur ce qui a été conduit, et même si je n'ai pas eu d'arbitrage particulier à faire, j'ai endossé la réforme qui était prévue. Vous le savez, il y a eu quelques péripéties puisque l'habilitation de la loi ESSOC était tombée et nous avions dû récupérer celle-ci dans le cadre de la loi ASAP de décembre 2020. La seconde dynamique dans laquelle s'inscrit Norma, c'est celle de l'amélioration continue de l'accueil du jeune enfant, de la qualité de l'accueil du jeune enfant. L'enjeu à l'époque, ce n'était pas de faire baisser la qualité d'accueil avec Norma, comme on a pu l'entendre, mais au contraire d'améliorer celle-ci. D'une part, parce que c'était nécessaire du point de vue du développement de l'enfant et de l'état des connaissances, perpétuelle évolution que nous avions sur ce sujet-là. Puis d'autre part, parce que l'amélioration de la qualité est aussi une condition du développement d'une offre conséquente dont on sait que notre pays a besoin. Alors, là aussi, cette amélioration continue de l'accueil du jeune enfant, elle date dès avant moi. Et le point de départ, on peut le dater peut-être dès avant, mais en 2016, avec le rapport de Sylviane Giampino sur le développement du jeune enfant, les modes d'accueil et la formation des professionnels, à la demande à l'époque de la ministre des Familles, Laurence Rossignol. De ce rapport va découler notamment la rédaction de la charte de qualité d'accueil du jeune enfant, dont vous savez que Norma l'inscrira dans la loi, avec donc pour ambition d'augmenter la qualité d'accueil, et d'augmenter la qualité d'accueil, quel que soit le mode d'accueil, et donc de favoriser une unicité, une unification du secteur. Du point de vue de l'enfant, pas de raison que je n'ai pas les mêmes garanties, la même qualité effective garantie, que je sois dans le collectif, dans l'individuel, dans le privé lucratif, dans l'associatif ou le municipal. Cette réforme Norma, elle va s'inscrire dans cette dynamique avec un impact positif pour les enfants. Je le dis très clairement. Je rappelle, on aura peut-être l'occasion de revenir un peu dans le détail, mais que Norma, ça consistait à offrir un accueil de qualité adapté à tous les enfants, et notamment les enfants en situation de handicap ou porteurs d'une affection chronique, avec notamment, vous le savez, la création du référent santé et inclusion. Norma, c'est aussi assurer un encadrement de qualité par des professionnels qui sont mieux formés et mieux accompagnés. C'est l'accompagnement et la cohésion des pratiques professionnelles avec l'analyse des pratiques, les concertations d'équipe au projet d'établissement, par exemple. C'est aussi l'élargissement du contrôle des antécédents judiciaires. Vous savez, pendant mon mandat, à quel point j'ai pu me battre pour la lutte contre les violences faites aux enfants. L'ensemble des adultes qui intervenaient auprès des enfants, assistantes maternelles comprises, devaient voir leurs antécédents judiciaires contrôlés. Norma, enfin, c'est assurer un environnement d'accueil de qualité. Les 10 principes de la charte d'accueil du jeune enfant que j'évoquais tout à l'heure doivent être déclinés dans les projets éducatifs, dans les projets d'accueil des assistantes maternelles. Il y a eu la première fois la création d'un référentiel national pour les locaux et les établissements en EAJE pour sécuriser, encadrer les conditions d'accueil, harmoniser aussi, puisque vous le saviez, chaque PMI avait tendance à fixer ses propres normes, ses propres règles. Voilà, et puis la troisième dynamique, enfin, dans laquelle Norma s'inscrit, c'est celle d'une réforme qui s'inscrit plus globalement dans une série de politiques publiques à destination du développement de l'enfant, à destination des familles, avec un fil conducteur, qui est celui du développement de l'enfant, mais qui est celui plus profondément encore de la lutte contre les inégalités de destin. La politique familiale, la politique de l'enfance, ce sont des politiques de prévention pure, de lutte contre les inégalités de destin. Alors c'est bien évidemment, vous l'avez évoqué, je suis ravi que d'autres en ces lieux l'aient évoqué, c'est toute la politique publique autour des 1000 premiers jours de l'enfant, et dont pour moi d'ailleurs, Norma fait partie intégrante. Ça avait beau être initié par Christelle Dubos en amont, alors qu'en parallèle je commençais à initier la politique publique, à élaborer la politique publique sur les 1000 premiers jours.
pour moi, Norma fait partie intégrante, in fine, des 1000 premiers jours. C'est les appels à projets territoire 1000 jours, c'est l'application 1000 jours, le sac de naissance 1000 jours, les investissements dans la psychiatrie périnatale, c'est le doublement, évidemment, aussi du congé paternité, passé de 14 à 28 jours. Cette politique plus globale, c'est aussi le plan égalité enfance, avec le plan de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance, qui a été conduite sous le mandat précédent, qui est encore en cours, je pense, qui se déploie, avec 7 modules, inspirés là aussi des travaux de Sylviane Jampineau. C'est aussi le plan Rebond Petite Enfance, avec 200 millions d'euros supplémentaires qui avaient été attribués par la CNAF pour soutenir la création de places, en plus de tous les moyens qui avaient été déployés durant le Covid. C'est encore le plan de stratégie de lutte contre la pauvreté, avec la création des bonus mixité, des bonus territoire, ou encore le déploiement des crèches, les crèches AVIP, les crèches à vocation d'insertion professionnelle. C'est enfin, vous l'avez évoqué, la création du comité de filière petite enfance pour enfin, dans ce paysage quand même dont j'ai rarement vu une telle atomisation, une telle complexité, mettre enfin tout le monde autour de la table pour aborder des sujets transversaux qui concernent, au premier titre, les professionnels, sujets de formation, sujets d'évolution de carrière, de qualité de vie au travail, etc. Et je suis ravi de savoir que vous avez pu auditionner Elisabeth Laitier, qui préside ce comité. Donc voilà, pour recontextualiser un petit peu Norma, au-delà des peut-être quelques points critiques sur lesquels je ne doute pas nous allons revenir, vous dire que Norma, c'est un peu plus que les taux d'encadrement ou les mètres carrés par enfant, et que ça s'inscrivait, ça continue à s'inscrire dans une politique en faveur du développement de l'enfant et de la qualité d'accueil de ce jeune enfant, qui en est une condition bien plus large que ces deux seuls textes réglementaires. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de